Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et Didier Migaud, le ministre de la Justice, ont annoncé vendredi 8 novembre à Marseille une série de mesures pour lutter contre le narcotrafic. Nous en commenterons dans cette émission les grandes lignes. Énième plan après ceux de Claude Guéant, Manuel Valls, Christophe Castaner, Gérald Darmanin. Beaucoup de ministres de l'Intérieur ont tenté, tous ont échoué. Ou solution miracle, c'est le débat de l'émission d'aujourd'hui, avec réunis sur ce plateau Hendrik Davy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Nouveau Front Populaire de la 5e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Face à vous, Sylvain Souvestre. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes le maire des 11e et 12e arrondissements de la cité phocéenne. Un plan de lutte tout azimut. Écoutons Didier Migaud qui a annoncé la couleur. Le combat contre la criminalité doit se faire à armes égales. Écoutons-le. Le combat de l'État contre la criminalité organisée doit se faire désormais à armes plus égales, avec la même agilité, avec la même sophistication, avec la même détermination qu'elle, sans renier jamais, bien sûr, nos principes et notre État de droit. Hendrik Davy, cartélisation, combat, point de bascule, a dit Bruno Retailleau, risque existentiel de notre démocratie. Ils en font trop, les deux ministres, ou nous en sommes véritablement là ? Non, moi je pense qu'ils en font un peu trop. Bon, c'est-à-dire que la situation à Marseille, c'est pas la situation de Mexico. On peut juste regarder les chiffres. Voilà, c'est pas du tout la même situation. Néanmoins, on est dans une situation extrêmement préoccupante. C'est très très grave d'un point de vue de la sûreté publique. Enfin, on imagine, on est face à des enfants qui meurent sous les balles de narcotrafiquants et on est face à des enfants qui sont les exécutants de ces narcotrafiquants. Donc oui, on est dans une dynamique qui peut nous conduire dans une escalade qui, alors loin peut-être pas le Mexique, mais qui est gravissime, il faut y mettre un terme. Mais c'est aussi un problème de santé publique, parce qu'on a beaucoup de gens qui meurent de la drogue, des produits qui sont de plus en plus de mauvaise qualité. Donc effectivement, il faut régler le problème. Mais je ne crois pas qu'on règle les problèmes, et moi j'ai toujours fait ça dans ma vie politique, par des grands mots, de la grandiloquence. Je pense qu'il faut regarder les actes, les moyens, et regarder ça très précisément, comment on agit pour diminuer le narcotrafic et pour mettre fin à ce narcotrafic. Alors un plan a été proposé, évidemment, on va le détailler dans un instant, mais sur les mots employés, Sylvain Souvestre. Écoutez, les chiffres très fort, hein. Les chiffres parlent. Il faut réarmer la France, a dit Bruno Retailleau. À Marseille, nous avons battu l'année dernière des records d'assassinats liés au narcotrafic. On n'est pas dans la petite délinquance. On est à un point de bascule où l'eau tiède ne suffit pas. Je partage l'avis sur le volet prévention. On en parlera certainement tout à l'heure. Oui. Mais la répression, et ça sera un des sujets qu'on abordera ensemble plus tard, certainement. Mais nous sommes à un point de bascule où les outils législatifs ne sont plus suffisants aujourd'hui. D'ailleurs, ils en ont parlé. C'est une première. Vous avez évoqué les ministres de l'Intérieur successifs. Il n'y a jamais eu de modification législative sur ce volet. On est dans un combat international qui tue non seulement des familles de consommateurs, mais aussi des familles de dealers aujourd'hui qui sont préoccupés. Et il faut proposer des solutions à ces jeunes plutôt qu'aller vers le narcotrafic. Alors parmi les solutions, entre autres, on ne va pas toutes les détailler parce qu'évidemment il y en a beaucoup trop et il faudrait beaucoup plus de temps pour être exhaustif. Mais parmi les mesures fortes, il y a la création d'un parquet national anti-stupéfiants qui devrait permettre de centraliser toutes les affaires liées au trafic de drogue dans le même organe judiciaire. Donc ça, c'est éventuellement quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Et les ministres ont vraiment insisté là-dessus. Il faut combattre le narcotrafic à l'image du terrorisme, puisqu'il existe déjà un parquet national antiterrorisme. On en est là, il faut utiliser les mêmes moyens. Bruno Retailleau a évoqué le terme de pieuvre à l'international, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur Marseille. Ceux qui gèrent ces empires de la drogue sont souvent basés à l'étranger. Donc aujourd'hui, il nous faut des outils qui permettent justement d'aller les chercher ailleurs, tout en coupant les têtes. On nous a annoncé il y a quelques heures l'arrestation de 28 personnes sur Marseille. On va y revenir. Les résultats sont probants, on ne va pas assez loin encore, mais à côté de cette répression qui est indispensable et pour revenir, on va dire, à un degré de normalité, il faut aussi prévoir en amont les solutions pour permettre à ces jeunes de trouver une solution. Hendrik Davy, terrorisme, narcotrafic, même combat?
Alors, je ne pense pas que ce soit le même combat. Encore une fois, les mots sont importants. Mais néanmoins, je pense qu'on a besoin de modifier notre arsenal juridique. Ça, c'est vrai. Et il y a des choses qui sont dans le plan qui sont intéressantes. Mais néanmoins, il faut partir d'abord des moyens qui sont dédiés à tout ça. Et moi, je voudrais commencer par la question de l'investigation. C'est-à-dire qu'avant de dire qu'on chope le gros, il faut pouvoir investiguer. Il faut pouvoir que les magistrats aient des éléments pour juger. Et pour ça, on a besoin de policiers sur le terrain. Or, je vous fais juste 2 chiffres. Hein. On est passé en gros de 4260 effectifs de police à Marseille en 2017 à 4000 aujourd'hui. Donc même si ça remonte dans les dernières années, on a perdu plus de 200 policiers à Marseille. Hein. Donc j'entends bien les effets de manche, tous les grands discours. Néanmoins, on a perdu 200 policiers. Ça a été validé par la Cour régionale des comptes. Hein. Oui. Et autre aspect, à mon avis, qui est important, c'est que sur le budget de cette année, on a une baisse de 8% de la dotation de la police judiciaire en France. Donc moi, j'entends tous les grandes phrases, les grands mots, on modifie les dispositifs, on va y arriver sur le parquet national de lutte contre la criminalité. Il faut effectivement s'inspirer de beaucoup de choses qui ont été faites en Italie, puisque l'Italie a lutté efficacement contre la mafia. Donc il y a des choses à faire, mais néanmoins, d'abord, on regarde un peu... Avec la modification du statut de repentir, on l'évoquera on va regarder tout ça dans le détail. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont dangereuses peut-être pour les libertés publiques. On va les prendre une par une si vous voulez bien. Mais néanmoins, moi, je voudrais quand même mettre sur la table la question d'abord des moyens. Et surtout, moi, je pense que moi, mon sentiment, c'est que si on veut arrêter le narcotrafic, il faut les taper au portefeuille. C'est-à-dire que le plus important, c'est que tous ces gens qui s'enrichissent du narcotrafic, ils doivent cesser de s'enrichir du narcotrafic. Et vous verrez, au bout d'un moment, quand on aura chopé leur village, chopé leurs avoirs à l'étranger, comme on a fait avec les oligarques russes, comme quand on aura, y compris, sanctionné localement leurs voitures, etc., leurs allers-retours en prison, ils n'en ont rien à faire. Par contre, qu'on leur tape au portefeuille, c'est ça qu'il faut faire. On va l'évoquer dans un instant, mais juste auparavant, quelques chiffres. Hein. Vous parliez de moyens. Alors, des chiffres ont été annoncés par les 2 ministres. 25 enquêteurs supplémentaires seront affectés à Marseille. 96 agents viendront renforcer les effectifs de voie publique. Les syndicats de police sont hilars. Hilars. Écoutez, aujourd'hui... Ils considèrent que c'est vraiment, c'est rien du tout, quoi. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les personnes qui arrivent sont nécessaires par rapport aux personnes qui partent aussi, que ce soit en retraite ou en déplacement sur d'autres villes. L'effort qui a été annoncé est conséquent, mais pas suffisant, clairement, dans une ville comme Marseille, avec les problématiques que l'on connaît. La problématique du portefeuille, on l'évoquera tout à l'heure, mais elle est primordiale. Ces jeunes dans les cités, et on assiste à un rajeunissement de la délinquance, des dealers aujourd'hui. Leur modèle, c'est celui qu'a la berline allemande ou autre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'une ville propose à cette jeunesse ? Je tiens à préciser, puisque vous parlez de chiffres, aujourd'hui 40% des mineurs de Marseille sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'ont d'autre solution que d'aller vers cette solution du terrorisme et du narcotrafic, puisque ça rapporte... Non, mais je reprends ce que disait Hendrik Davy. Il dit qu'il faut des moyens, et effectivement, on ne peut pas lutter efficacement contre le narcotrafic si on n'a pas des moyens supplémentaires. Vous pensez que les moyens, on va les obtenir à Marseille, sachant qu'on est quand même... dans une ambiance où la restriction budgétaire, 60 milliards d'économies à faire sur le budget à venir, comment on fait pour trouver l'argent nécessaire pour justement avoir des moyens supplémentaires ? Écoutez, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, pour moi, la sécurité, c'est la base de la vie sociale. Volonté politique qui fait face à une réalité économique. Économique, mais après, il faut faire des arbitrages aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité, c'est quoi ? C'est renforcer la sécurité, renforcer les soignants et l'enseignement. C'est ce triptyque qui nous permettra de sortir par le haut et de trouver justement des solutions à ces jeunes. Mais la venue des 2 ministres conjointement, c'est une première à Marseille, et c'est une première puisqu'ils ont annoncé non seulement pour Marseille, mais pour l'ensemble du territoire. Juste sur les moyens, un autre exemple. Si on veut aller les taper au portefeuille, il faut investiguer au niveau financier, y compris à l'international, et en France, il n'y a que 20 magistrats chargés de la délinquance financière. 20 magistrats. Et si vous en mettez un de plus, vous augmentez les avoirs que vous allez pouvoir récupérer. Si vous en mettez 2 de plus, vous augmentez presque de 10% du coup ce que vous allez pouvoir faire. Donc, très sincèrement, les moyens, il faut les mettre là, il faut aller regarder dans le détail. Et si vous prenez une des mesures phares qui est le parquet national qu'ils ont prévu de faire, ils le rattachent à Paris, au parquet parisien. Et le parquet parisien, il y a déjà des délais d'attente de 2 ans. Donc ils vont engorger le parquet parisien. C'est une mesure qui est juste, mais sans moyens associés. En réalité, cette mesure peut être une fausse bonne idée. Alors on va revenir dans un instant sur l'argent sale, effectivement, et l'idée de confisquer des biens acquis avec de l'argent sale
entre autres à l'étranger, mais pas que, en France également. Mais ce plan de lutte contre le narcotrafic qui s'appuie sur une loi qui est prévue pour 2025, il faut donc le législateur valide. Aujourd'hui, elle est entre les mains du Sénat. Le Sénat, la majorité est plutôt favorable à Bruno Retailleau, donc ça devrait passer. Après, va se poser la question de savoir ce que ce texte devient à l'Assemblée nationale. Vous allez le voter, vous, ce texte ? Alors, pas dans son entièreté. J'ai regardé dans le détail la proposition qui est au Sénat. Il y a des mesures, encore une fois, qui peuvent aller dans le bon sens si elles sont associées à des moyens. Et il y a des mesures qui posent des problèmes sur les libertés publiques. Bon, typiquement, moi, je pense que vous parliez du terrorisme. Je pense qu'on ne réglera pas le problème du narcotrafic en calquant ça sur le modèle du terrorisme et en disant qu'il y a des droits spécifiques. Typiquement, dans les enquêtes. Moi, je pense que ce n'est pas en restreignant... Alors, on peut se dire pour le narcotrafic, oui, c'est bien. Alors, il faut que, par exemple, les prisonniers soient dans des détentions particulières. Enfin, c'est spécifique, là, c'est ce qui est prévu dans la loi. Mais néanmoins, ça paraît une bonne idée. Mais néanmoins, d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que ça demanderait beaucoup d'argent parce qu'il faut avoir l'offre carcérale qui va avec. Et ensuite, ça peut être... au début, c'est pour le narcotrafic. Donc, au début, c'était le terrorisme. Ensuite, c'est le narcotrafic. Et ensuite, ce texte, il n'a aucune chance de passer à l'Assemblée nationale. Non, mais vous savez, ça ne passe pas comme ça, l'Assemblée. Et en plus, là, on est une Assemblée où la majorité est complexe. Il y a toujours... Donc, il y aura des amendements. Il y a toujours la même configuration à l'Assemblée nationale en 2025, ce qui n'est pas encore, des articles qui seront, pas gagné. Il y aura des articles qui seront supprimés, il y aura des articles qui seront ajoutés, y compris sur les moyens. Je pense qu'il faut qu'on rajoute des articles sur les moyens, je vous le disais, sur les magistrats, le nombre de magistrats sur la répression et la délinquance financière. Voilà, donc le texte sera transformé par son passage au Sénat et son passage à l'Assemblée. Voilà. Oui, donc, s'il est trop transformé, s'il est trop transformé, ça sera de l'eau tiède, comme d'habitude. Voilà, non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Non, pas forcément, parce que je pense... Ça veut dire que la minorité macroniste LR ne le votera pas. S'il est trop transformé, effectivement, là, il va y avoir une situation de blocage qui fait que par exemple, le texte en l'état ne sera pas voté. Sur la réquisition des biens mal acquis, etc., il y a eu un texte qui est passé à l'Assemblée nationale, il a été modifié, on a fini par trouver un consensus et le texte a été voté par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas aussi... je pense que ça peut... Juste la question. Il faut taper fort, les annonces ont été très fortes, il faut que ça suive. On ne peut pas vendre à nouveau à des Français la lutte contre le narcotrafic et faire, je parlais d'eau tiède tout à l'heure, mais ce genre de mesures. Aujourd'hui, l'outil législatif est vraiment prioritaire puisque ça n'a jamais été fait. Si on prend des mesures peu adaptées, on va repartir dans des guerres politiques et on ne peut pas jouer avec la politique sur la sécurité et la vie des enfants. Avec une Assemblée nationale qui va connaître sûrement beaucoup d'agitation au mois de décembre, parce qu'il y a le vote de budget, on ne sait pas trop s'il y aura une motion de censure et si le gouvernement va rester en place. Je prends juste cet exemple-là, l'idée de priver de téléphone les narcotrafiquants, oui, mais c'est évident. Oui, mais en fait, en réalité, si vous ne tapez pas au portefeuille, c'est le bras droit du narcotrafiquant qui va reprendre le trafic, et c'est pas parce qu'il n'aura pas son téléphone qu'il ne pourra pas diriger le gang de la prison, en réalité. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut prendre les choses sur le fond, à la racine, et on va parler aussi de la question de la demande. Alors, pourquoi les gens se droguent, et c'est ça aussi, vous avez commencé à en parler. Oui, on va en parler dans un instant. Vous l'avez évoqué, l'argent sale qui est investi à l'étranger. Benoît Payan l'a annoncé, il faut couper la tête de la pieuvre et pas que les tentacules, pas évident à dire, qui sont les petits dealers, les gros bonnets qui sont en effet souvent installés loin de France. La répression financière, on a vu quelques chiffres apparaître, c'est énorme. Le chiffre d'affaires du trafic est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an en France. Et les saisies des biens liés à de l'argent sale, c'est 117 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est dérisoire. C'est vraiment pas grand-chose. Comment on fait, par exemple, pour obliger Dubaï, puisqu'on en a beaucoup parlé, avec des appartements d'une valeur de 22 millions d'euros auraient été achetés par des membres de la DZ Mafia. Comment on fait pour forcer ces gens-là à coopérer ? Parce qu'aujourd'hui, on sent que c'est compliqué. Alors, on sent que c'est compliqué, puisqu'en plus, il y a des accords... Même s'il y a un magistrat français qui est installé à Dubaï. Il y a aussi des accords commerciaux qui peuvent freiner ce genre de choses. C'est encore une fois une volonté politique de taper à l'international, mais sans aller aussi loin. Sur le sol français, il y a des biens, des immeubles, des maisons, des véhicules de luxe qui peuvent justement être saisis, mais la loi ne le permet pas aujourd'hui. Le jour où cela sera permis, ça permettra de les vendre et peut-être de financer justement d'autres magistrats, d'autres forces de l'ordre, mais encore faut-il pouvoir modifier la loi. Alors, la loi le permet,
Hein, il y a même une agence qui est chargée de faire ça. Donc, il faut lui donner plus de moyens. D'ailleurs, c'est prévu quand même dans le plan de loi. Et donc, la loi qui le permet, mais il faut faciliter ça, augmenter le nombre de saisies. Et élargir les critères. Et élargir les critères, voilà, c'est ça. Donc ça, on est tous et toutes d'accord, je pense, là-dessus. Néanmoins, sur l'international, il faut quand même dire que le principal problème, c'est qu'il y ait des paradis fiscaux dans ce monde. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des paradis fiscaux, et ça c'est une lutte qu'on mène depuis des années en disant on ne peut pas continuer, y compris avoir des paradis fiscaux en Europe, enfin, le Luxembourg, la Suisse. Voilà, donc le crime organisé et le narcotrafic s'appuient sur le fait que les plus riches et beaucoup de gens peuvent échapper à la loi en mettant leur argent dans les paradis fiscaux. Donc je pense que ça, on peut se mettre tous autour de la table pour dire on essaye de régler le problème. 26 membres de l'organisation criminelle marseillaise DZ Mafia, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ont été interpellés cette semaine par la police judiciaire et la brigade de répression du banditisme dans une enquête ouverte pour extorsion en bande organisée. Ils avaient racketté, puisque c'est comme ça que c'est le terme le plus approprié, des ongleries, des coiffeurs, des épiceries de nuit. Donc effectivement, le côté administratif qui permet aussi de fermer ce type d'établissement a été posé sur la table. Il faut aussi aller jusque-là. Il faut aller jusque-là, et puis on en parlera sûrement tout à l'heure par rapport à un des points qui a été abordé sur les aides. Mais est-ce qu'on trouve normal aujourd'hui que des personnes qui sont aujourd'hui en prison continuent à toucher des allocations sociales parce que simplement c'est à l'allocataire de déclarer le changement de situation? On va y revenir. Alors on va évoquer la question des consommateurs dans le collimateur des deux ministres, en tout cas dans le collimateur de Bruno Retailleau, parce que c'est lui qui s'est exprimé sur ce point-là. Plus de sévérité, c'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur envers ceux qui achètent. Nous l'écoutons et puis on en parle juste après. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants. Pour qu'il y ait une offre, il faut une demande. Et moi, je veux absolument sortir d'une culture du joint, de la coke récréative. Ça, c'est terminé. Campagne choc pour les consommateurs et plus de sévérité avec, entre autres, inscription des amendes au casier judiciaire. Campagne de publicité, campagne pour dire la drogue c'est pas bien. Est-ce qu'il n'est pas un peu naïf, le ministre de l'Intérieur? Parce que ça a été fait et ça continue à être fait depuis de nombreuses années. Il reprend une petite phrase de Coluche qui disait « il suffit que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas ». Moi, je partage totalement son avis. Après, pourquoi les gens vont vers la drogue récréative aussi, ça, on en parlera certainement tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas le droit d'acheter ce type de produit. Ce n'est pas légal en France. Donc, je pense qu'il a raison de vouloir aller, mais beaucoup de ministres de l'Intérieur l'ont dit de manière successive, il faut taper les consommateurs. L'arsenal législatif n'a pas été mis en place pour cela. C'est pas ce qui se fait, quoi. Enfin, voilà, ça ne se fait pas en pratique. Je pense que les effectifs de police qui ne sont pas assez nécessaires ne le permettent pas aussi. Peut-être faudrait donner d'autres prérogatives à d'autres forces de l'ordre, mais aujourd'hui ça ne se fait pas. Donc il faudrait peut-être débuter par la drogue dure et puis après le débat continuera. Sur David, il faut sanctionner les consommateurs? Non. Alors là, il y a le point de désaccord principal avec le plan. Ça ne prend pas le problème à la racine. Bon, quelle est la première drogue en France qui produit le plus de problèmes sanitaires? C'est l'alcool. C'est l'alcool, c'est la première cause de cancer évitable, c'est la première cause d'accident de voiture, c'est toujours impliqué dans 90% des problèmes que les policiers rencontrent les week-ends quand ils interviennent, c'est l'alcool qui intervient. Aux États-Unis, ils ont fait un truc, c'était la prohibition. Ça a été un échec total. Ça a été la montée, on connaît très bien ça, c'était la montée des gangsters, etc. On connaît tout ça dans les films. La prohibition ne marche pas. Et donc taper les consommateurs, ça ne marche pas. Après, il faut regarder drogue par drogue. Pour ce qui est du cannabis, tout ça ne sert à rien. 50% des Français, à un moment ou à un autre, consomment du cannabis. Il faut dépénaliser, je pense, le cannabis. Bon, la cocaïne, maintenant, on est monté à 9%. Les deux sont opposés. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut dépénaliser. Il y a un exemple, c'est le Portugal, qui a dépénalisé toutes les drogues. Moi, je pense qu'en tout cas, il faudrait commencer par le cannabis en France. Et quand on dépénalise, en fait, on sort une partie de la drogue qui est dépénalisée, on le sort du trafic, donc on diminue le trafic. C'est ce qui s'est passé au Portugal. Et en termes de santé publique, on n'a pas forcément une augmentation de la consommation au Portugal plus forte qu'en France. Et sur les décès liés aux drogues, parce le problème, c'est que quand vous consommez quelque chose qui est illégal, vous prenez des risques pour votre vie. On va parler peut-être de la soins addiction aussi après, mais il faut vraiment accompagner les gens vers la sortie de la drogue. Ça, c'est vraiment très important. Et fondamentalement, si vous dépénalisez, ça permet d'accompagner ça et ça diminue. Au Portugal, ils ont divisé par 2 le nombre de morts liés à la consommation des drogues. Et donc, ça a montré son efficacité. Il faut dépénaliser. Après, il y a d'autres drogues. Après, il y a d'autres pays qui ont fait des Je ne mets pas toutes les drogues dans le même panier. Il y a des drogues, je ne pense pas que ce soit souhaitable aujourd'hui de les dépénaliser.
légaliser. Mais en tout cas, pour ce qui est du cannabis, franchement, tous ceux qui nous en écoutent, les flics ont autre chose à faire que de mettre des amendes à des jeunes qui fument du cannabis. Sur ce point, alors moi j'ai un point de désaccord, mais ça fait partie de la démocratie. Alors la France est le pays au sein de l'Union européenne qui a l'une des politiques les plus restrictives en termes Bien sûr. Mais quand on prend deux des États qui ont légalisé le cannabis, notamment aux États-Unis, qui sont la Californie et l'Arkansas, on voit qu'en effet, il n'y a pas eu de modification sur le nombre de consommateurs de cannabis. Par contre, clairement, on voit deux points majeurs. Les gens vont vers des drogues beaucoup plus dures. Et l'argument qui avait été mis en avant d'un point de vue fiscal en disant avec les taxes qu'on récolte sur la légalisation, on va financer les politiques de santé publique, finalement, ça coûte 6 fois plus de soigner les personnes en état de dépendance sur des drogues dures que ça ne l'était avant. Donc j'ai un point de désaccord sur ce volet-là qui est très clair et je vais dans le sens de Bruno Retailleau. Donc il faut taper les consommateurs et évacuer cette question de la légalisation, la dépénalisation, comme l'a fait encore récemment l'Allemagne d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Mais vous voyez bien que les drogues, toutes, il y a plein de drogues. Je vous parlais, il y a le tabac, il y a l'alcool, qui sont des drogues dures en termes d'addiction. En termes d'addiction, elles sont classifiées comme des drogues dures. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de dire, parce que des gens qui ont consommé beaucoup d'alcool passent à une autre drogue, de dire, du coup, il faut interdire l'alcool. Vous voyez bien, le raisonnement ne marche pas sur ce truc-là. Donc je pense qu'il faut vraiment, sur le cannabis, maintenant, dépénaliser, mettre notre énergie ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment une politique de santé publique. Mais moi, vous voyez, j'ai passé mon temps à l'Assemblée sur ces derniers mois à essayer d'expliquer qu'il fallait une politique de santé publique sur l'alcool, sur le sucre et sur le tabac, mais aussi, à mon avis, sur le cannabis, mais aussi, il faut sortir de ces... sur le sucre, vous avez entendu, puisqu'il est question de taxer les boissons sucrées. Alors, je vous ferai remarquer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir et que je ferme immédiatement. Alors, un plan qui vise à renforcer le côté répressif, quand même, malgré tout, dans le traitement de la lutte contre le narcotrafic et qui suscite quelques réserves, même chez ceux qui soutiennent les grandes lignes qui ont été exposées par les deux ministres, dont Marie-Alette Carlotti. Marie-Alette Carlotti, elle est sénatrice socialiste, elle est à l'origine de la commission parlementaire de lutte contre le narcotrafic. Nous l'écoutons et puis on commente juste après. On va jouer le jeu parce que les propositions nous intéressent. Il y a quelques alertes que j'ai envie de faire et qui nous ont un peu inquiétés. C'est quand on apprend de la part du ministre de l'Intérieur qu'il va falloir faire partir des logements sociaux les délinquants. Qu'est-ce qu'on parle de leur famille? Est-ce qu'on va sanctionner les mamans qui ont leurs enfants, qui ont été assassinés et qui sont plutôt des victimes qu'autre chose? Quand on dit qu'on va couper les aides sociales à ceux qui sont des gens qui ont mis les doigts dans le narcotrafic au bas niveau, le plus bas niveau. Et donc tout ça est très inquiétant, donc on va regarder de près, on ne laissera pas faire ça. Là, effectivement, dans le collimateur, les petits délinquants dont les familles pourraient se voir privées d'allocations pathétiques, a déclaré Benoît Payan, le maire de Marseille, faire porter, entre autres, la responsabilité sur des mères célibataires, souvent dépassées par une situation qui leur échappe. Vous pensez vraiment que c'est la solution? Écoutez, la CAF, par exemple, gère plusieurs milliards sur le département des Bouches-du-Rhône. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est à l'allocataire d'effectuer son changement de situation. Actuellement, et le ministre de l'Intérieur l'a parfaitement dit, il y a des personnes qui sont en prison, qui sont des dealers plus ou moins importants, et qui touchent des allocations AAH, notamment une famille qui touche 15 000 € d'allocation, alors qu'elle est connue et reconnue pour avoir plusieurs personnes qui sont à la tête de réseaux aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez normal qu'il est possible d'avoir pour ces gens-là des allocations? Vous évoquez 15 000 €, c'est l'exception qui confirme la règle. Là, on parle de mères qui sont complètement démunies face à cette question. La hache est 1 200 € et dans les personnes récemment arrêtées par les forces de l'ordre, que je tiens à saluer et à remercier pour leur travail, des dizaines de personnes touchent ces allocations aujourd'hui. Sur les logements sociaux, Marseille souffre de logements sociaux vides. Il y a plus de 18 000 demandes en attente avec des personnes handicapées, des personnes en vraie situation de difficulté. Pourquoi laissons-nous dans ces logements des personnes qui ont pignon sur rue, qui tuent et font tuer des personnes en vendant de la drogue, plutôt que libérer des logements qui permettraient à des familles qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent, d'avoir accès justement à l'aide sociale française? Non, mais c'est pathétique, effectivement. Mais présenté comme ça paraît du bon sens, mais c'est pas ce qui se passe dans les quartiers. D'abord, je pense qu'il faut sortir de l'idée que, en gros, il y a des quartiers populaires qui vivraient, d'ailleurs, c'était beaucoup dit du trafic de drogue, qui s'en contenteraient. En réalité, quand on lit le livre de Pujol sur les cramés, on voit bien que... Ce sont des cités qui sont prises en otage. Voilà, c'est les cités qui sont prises en otage. Ce sont les quartiers populaires, ce sont les premières victimes
du trafic de drogue. Donc il faut s'appuyer sur ces quartiers populaires, sur leur dynamique, sur leur mobilisation. Et en fait, il faut accompagner la sortie du trafic de drogue. Et pour l'accompagner, il ne faut pas priver les gens de logement. Enfin, ça, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment une mauvaise idée. Et d'autres sources de revenus. Parce que si vous les privez d'autres sources de revenus, la seule source de revenus qui va leur rester, c'est le trafic de drogue. Et à mon avis, il faut mettre l'accent sur tous ceux qui, dans les travailleurs sociaux, travaillent à la réinsertion. Et là, on peut juste remarquer, et encore une fois, que les moyens ne sont pas au rendez-vous. On voit que cette année, on a encore supprimé des moyens à la protection judiciaire de la jeunesse. Et en fait, il faut sortir les gamins des mains des trafiquants et qui trouvent d'autres modèles. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et pas aller parce que là, vous citez quelques exemples où oui, ça paraît évident, voilà. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une mère de famille, ses enfants sont tombés dans le trafic de drogue, elle va se retrouver virée de son logement social parce qu'elle hébergeait des gens qui étaient dans le trafic de drogue. Et elle va se retrouver sans rien et elle va dépendre d'ailleurs du trafic de drogue de ses enfants. Donc c'est une très mauvaise idée. Alors, et voilà. Je suis d'accord. Réponse de Sylvain Souvestre et puis on arrive au terme de cette émission. Une partie de cela, mais les parents sont souvent dépassés, ils doivent être accompagnés, mais c'est aussi la responsabilité des parents. Quand on a des enfants, on doit pouvoir s'en occuper. Alors certains sont débordés, il y a des associations qui doivent avoir des moyens renforcés par les collectivités, mais les parents ont une responsabilité. On ne peut pas dire j'ai des enfants et je les laisse faire et derrière j'en profite. Mère isolée qui part le matin pour aller faire les ménages en centre-ville. Bien sûr. Quand on se lève tôt le matin. À 4h du matin pour aller faire les ménages dans vos bureaux, etc. Non, enfin, ce truc sur la responsabilisation des parents, allez voir comment les gens vivent. Lisez d'ailleurs le livre de Pujol. Enfin, si vous ne l'avez pas lu, il vous montre vraiment comment les gens vivent dans ces quartiers. Et je pense qu'il faut sortir de la misère ces quartiers et essayer de leur redonner d'espoir, redonner des services publics. Et voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on luttera contre le cartel. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Dimanche en politique consacrée à ce plan de lutte contre le narcotrafic qui a été présenté la semaine dernière à Marseille, qui sera peut-être voté, en janvier de l'année prochaine à l'Assemblée nationale. Merci à tous les deux. La suite de nos programmes, évidemment, c'est sur Ici Provençal. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche avec nous sur la 3.